Notre invité ce matin est le député de la Seine-Saint-Denis de la France Insoumise, Alexis Corbière. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. D'abord, on réagit évidemment à l'actualité d'hier, ce départ, cette démission du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Comment vous interprétez ce départ ? C'est plus un départ, c'est une fuite. On avait l'impression que la rapidité avec laquelle tout cela s'est fait, le caractère spectaculaire. On a affaire quand même à un homme d'expérience, Gérard Collomb, plutôt un homme rond, qui là, manifestement, s'en va en claquant la porte. C'est indiscutablement une crise, l'expression d'une crise très profonde. C'est pas une crise politique, pourtant il part pas pour des raisons politiques, donc pourquoi il part ? C'est ce qu'il dit, mais en même temps, moi, à partir de là, il faut faire des hypothèses. Soit on peut imaginer que l'affaire Benalla, parce que c'est elle sans doute le point de départ de quelque chose qui reste encore à préciser. C'est aperçu qu'on lui avait caché des choses. Voilà, la possibilité. La possibilité, je dis bien, peut-être que les faits demain, quand on les découvrira, contreront ce que je dis, mais qu'il y avait des réseaux parallèles qui s'organisaient, qui court-circuitaient les circuits officiels pour assurer la sécurité du président de la République, que le ministre de l'Intérieur n'en était pas informé. Ça déjà, ça peut avoir des ramifications. Ouais. Et puis on découvre que M. Benalla, vous avez vu, s'est rendu à Londres, a rencontré dernièrement un personnage sulfureux, avait un coffre chez lui, qui a disparu dans la nuit. Il y a manifestement des documents qui... il a été organisé le fait que ces documents ne puissent pas être rendus publics. Enfin, l'affaire, si je puis dire, pardon l'expression un peu triviale, n'a pas encore donné peut-être tout son jus. Et peut-être que Gérard Collomb, sentant venir une crise, préfère partir maintenant. Autre hypothèse aussi, le fait qu'il sent venir la situation à Lyon et la situation des municipales plus compliquée que prévu pour le macronisme, si je puis dire, et il préfère reprendre la main assez rapidement avec des méthodes quand même très de vieille baronnie, c'est-à-dire tout au-delà que je m'y mette, le maire qui était en place en fait était un maire de paille, si je puis dire, bon, etc., etc. Tout ça, c'est... Et vous comprenez qu'on puisse préférer une mairie à un ministère aujourd'hui ? C'est-à-dire que quand on a 71 ans, qu'on a été maire pendant 3 mandats, je veux dire, le fait qu'on dise je reviens à Lyon est une manière de dire en fait je ne supporte plus, je ne peux plus être ministre de l'Intérieur. Voilà, donc tout ça s'inscrit dans un contexte, on l'a dit, où il y avait quand même la démission fracassante déjà il y a un mois de Nicolas Hulot qui était un ministre poids lourd. Il avait une place très importante dans ce gouvernement. Désormais c'est Gérard Collomb qui est un marcheur de la première heure. Franchement, hormis ceux qui maîtrisent les éléments de langage avec une langue de bois totalement insupportable, personne ne peut nier aujourd'hui qu'il y a une situation de dislocation de l'équipe gouvernementale qui a pour toile de fond une situation où ils ont quand même maltraité l'année dernière le peuple français sur des questions sociales. Ils s'apprêtent à le faire à nouveau. Assurance, chômage, retraite, il faut en parler. On va en parler. Et ils sont affaiblis. Ils ont perdu leur superbe. Mais c'est très politique tout ça. Est-ce que selon vous, il y a aussi un problème de management chez Emmanuel Macron ? Est-ce que ces départs de Hulot et de Collomb, c'est parce qu'il y a un problème d'hommes ? Mais on va en parler peut-être. C'est la 5e République. C'est-à-dire que c'est le président. On rappelle qu'aujourd'hui, on fait 60 ans de la 5e et que vous êtes plutôt pour la 6e. Même plutôt, et franchement. Et je crois qu'on le voit. On a un président monarque qui est élu. D'un seul coup, tout se concentre sur lui, on disait Jupiter, les pleins pouvoirs, et en fait, il n'y a pas trop d'équipe, il n'y a pas de réseau, il y a peu de base sociale finalement derrière ça, on voit bien la difficulté qu'on a à l'heure où on parle, sans doute vous, dans toutes les rédactions, on se dit mais qui peut remplacer, finalement il n'a pas beaucoup de cartes dans les mains pour mettre un nouveau ministre de l'Intérieur. Pas beaucoup de profondeur du banc de touche, comme on dit. Voilà, donc ça c'est symptomatique que finalement, il y a eu dans ce côté ce grand dégagisme qui s'est exprimé à l'occasion de l'élection présidentielle, qui a amené d'ailleurs à ce que des gens comme moi soient élus, que Jean-Luc Mélenchon fasse un score significatif, et aussi cette élection montre qu'il arrive sur un malentendu, je considère. Sur un malentendu ? Oui, parce qu'en incarnant aux yeux des Français le changement, les gens veulent que ça change. Ils en ont ras-le-bol. Et en même temps, il est l'homme d'une continuité économique, d'une continuité même politique. Il y a un mensonge au départ de la présidence ? Je pense qu'il y a eu une astuce qui a consisté, selon la célèbre phrase, vous savez, c'est un film Le Guépard, il fallait que tout change pour que rien ne change. Pour que les orientations économiques de M. Hollande soient perpétuées. Pour que la 5e République soit maintenue, il fallait dire toute la vieille classe politique doit dégager, un jeune homme prend sa place, il incarnait aux yeux des Français, on dit tiens pourquoi pas celui-là, il a l'air, et on le connaît pas depuis longtemps, il a l'air sympathique, en plus la presse, n'hésitez pas à dire qu'il était le personnage central, il a été aidé quand même par quelques milieux d'affaires, milieux médiatiques, et les gens se sont dit avec lui ça va changer, et en fait avec lui tout continue. C'est-à-dire que c'est l'ultra-présidentialisation, c'est les orientations économiques qu'on connaît, c'est l'Union européenne libérale telle qu'on connaît, c'est le refus de toute politique écologique. Et là-dessus, c'est ce que nous dit Hulot. Il nous dit, moi je suis venu, j'ai essayé, il est bonne foi ce Hulot. Franchement, au bout d'un an, je sers à rien. Et c'est peut-être ce que dit Collomb en disant, finalement, tout ça va dans le mur, moi je retourne à mes amours lyonnais. Alors vous le disiez, c'est compliqué de trouver un remplaçant, il y a plusieurs noms qui circulent, Gérald Darmanin, Christophe Castaner, Jean-Yves Le Drian. Est-ce que pour vous tout ça c'est blanc bonnet, bonnet blanc, comme on disait dans les années 70 ?
C'est-à-dire que de toute manière, ça continuera les mêmes orientations. Je ne crois pas qu'aucune de ces personnes va modifier la situation. Et puis la crise continuera. Bon, Monsieur Castaner, qu'est-ce qu'il a comme qualité, si ce n'est d'être ultra proche de Monsieur Macron. Il le dit lui-même, il a un rapport presque amoureux à Monsieur Macron. Bon, très bien. Monsieur Darmanin est un homme, comment dirais-je, aux convictions assez souples, on va dire. Je m'en méfierais pour ce qui est du ministère de l'Intérieur. Vous le mettriez pas à l'intérieur? C'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur, il est quand même au courant de certaines choses assez sensibles. Il vaut mieux avoir quand même quelqu'un qui, premièrement, a un rapport vis-à-vis de la police. C'est votre conseil, Emmanuel Macron. Oui, ne mettez pas Darmanin à l'intérieur. Oui, c'est-à-dire que les convictions qu'il exprime avec beaucoup de détermination à l'instant T peuvent être radicalement opposées le lendemain. Non, mais plus sérieusement, moi, pour voir des syndicalistes policiers, ils en ont ras-le-bol. Pour plein de raisons. Parce qu'ils ont été soumis à rude tâche. Parce qu'il y a des tas d'heures supplémentaires. Les syndicats estimés à plus d'1 million d'heures supplémentaires. Non payées. Moi, j'aimerais qu'on parle sérieusement. Je suis élu de Seine-Saint-Denis, de Bagnolet, par exemple. J'ai vu que monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur Collomb a dit, il y a des quartiers où il y a des problèmes. Il l'a dit. C'est vrai ou pas? Non, mais il le dit en exagérant énormément. Mais ceci dit, oui, il y a des quartiers où il y a des problèmes. Moi, Bagnolet, le quartier de la Capsulerie qu'on connaît peut-être, qui est un quartier difficile. J'ai écrit au ministre de l'Intérieur pour lui dire, voilà, les policiers, il y a les effectifs sur le papier, mais en réalité, les gars, vous réclamez plus d'effectifs de police? Il m'a répondu, tout va bien. Il m'a répondu, ça va mieux. D'accord. Alexis Corbière de la France Insoumise, vous avez réclamé plus d'effectifs de police dans les quartiers où on peut pas aller. Mais attendez, mais c'est pas on ne peut pas aller, on peut aller dans le quartier dont je parle, hein. Et parce qu'il faut arrêter de raconter tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai que vous avez des situations quand vous avez un commissariat qui n'est pas de plein exercice sur la ville, c'est mon cas. À Bagnolet, à 18h, il ferme le commissariat. Il faut aller au Lilas. Au Lilas, c'est près de 800 hectares. Pour une zone à couvrir par un commissariat. Par exemple, à Neuilly, dans le 92, où quand même la situation est plus tranquille, c'est la moitié. Moi, je dis, donnez un peu plus d'effectifs, donnez des voitures qui fonctionnent, permettez que quand les personnels sont fatigués, ils puissent être remplacés, etc. Moi, je suis pas pour une réponse sécuritaire. C'est intéressant parce que à fréquenter les policiers comme vous le faites en tant qu'élu, vous reconnaissez effectivement que manque de moyens et quartiers où un peu à l'abandon par la police. Non, alors, mais c'est pas, attendez, soyons précis, Christophe. C'est pas uniquement dire à l'abandon par la police, c'est abandon parce qu'il n'y a plus de service public, abandon parce que le centre de quartier que tout le monde apprécie actuellement, il n'y a pas de directeur qui a été nommé, parce que l'école publique juste à côté, le toit s'est effondré parce qu'il y a des petits problèmes, et par ailleurs quand les enseignants sont absents, il n'y a pas les moyens de remplacement. Moi, je suis pas pour dire la seule réponse c'est la police, parce que ça n'a pas de sens. Il y a des gens qui n'ont pas envie de vivre dans le... Mais c'est aussi la police, c'est aussi du moins une police qui a les moyens de travailler. Et quand, revenons à notre échange, j'ai écrit à Gérard Collomb, c'était il y a quelques mois, j'ai relu la lettre hier soir, que je lui ai posé les problèmes en lui disant nous voulons des moyens supplémentaires. Il m'a répondu non, tout va mieux, ça a reculé. C'est pour ça que je dis attention, faut pas faire un numéro de claquette quand on s'en va en disant il y a des quartiers, en rajoutant, à mon avis, en exagérant sur certains aspects, et je ne nie pas les difficultés, mais son bilan, ce n'est pas d'avoir aidé la police nationale. Attention, parce qu'il y a aussi, je vois bien une tendance qui consiste à dire il faut des polices municipales, il faut même aller vers une privatisation de la sécurité. Ça vous n'êtes pas d'accord sur l'armement obligatoire des polices municipales? Non, je suis pas d'accord. Déjà, des communes comme les nôtres en Seine-Saint-Denis, on n'a pas les moyens, donc selon les communes, ce sera différent. Et puis, moi, je suis pour la police nationale, je suis pas pour qu'il y ait une dislocation comme ça, notamment des ports d'armes dans des équipes municipales. C'est quand même dangereux. On parle de choses sérieuses, on parle du droit de la possibilité de tirer, etc. Je pense que ça reste une prérogative essentiellement de police nationale. Je vais vous parler du comportement parfois de la France Insoumise lorsqu'on a vu le départ de Collomb ou de Valls. On va regarder ce tweet de Daniel Simonet sur la journée. Et vous connaissez Daniel. Je connais Daniel, mais quand même, voilà, quelle belle journée d'émission de Valls et Collomb en même temps. Cadeau. Ah ben sympa. Non, mais alors, elle a raison, Daniel. Non, écoute, alors, on va dire les choses simplement concernant Monsieur Valls. On va regarder aussi les images de vos pancartes à l'Assemblée. On peut les regarder ensemble parce qu'effectivement, vous avez fait un peu de bruit lors de son discours d'adieu à l'Assemblée avec ces pancarte bon débarras. Voilà. Là aussi, il y a eu une polémique. Est-ce que c'est le rôle, la place à l'Assemblée de faire ça? Sans doute pas, si vous pouvez le dire comme ça. C'est-à-dire, non, mais on va dire les choses clairement. Il y a un cas Valls, si je puis dire. Cet homme nous a insultés à répétition. Déjà, quand il a été en responsabilité, il a été dur, souvent méprisant vis-à-vis des Français, mettant des thèmes... Est-ce que vous considérez qu'il a trahi la gauche aussi? Non, ça m'a... Non, c'est pas franchement, ça. En plus... C'est le côté personnel. Non, mais même, quand un homme comme Monsieur Valls, il y a un an, c'était jour pour jour quasiment, à l'Assemblée nationale, dit que moi, par exemple, et mes amis, je suis complaisant vis-à-vis du terrorisme radical et du djihadisme, je dis, c'est un délire insupportable. Déjà, il est fou. Il est fou de considérer qu'un groupe comme le nôtre aurait un quelconque lien avec ceux qui ont frappé ce pays. Et il y a comme ça une hystérisation en expliquant que nous serions complaisants vis-à-vis des musulmans, etc. Une manière de nous montrer du doigt. Je ne supporte plus ce discours qui consiste en plus en permanence à considérer que les Français, des citoyens musulmans de confession musulmane seront en quelque sorte liés au terrorisme. Etc. Enfin, tout ça est absurde. Donc il a fonctionné. Donc au bout d'un moment, comment dirais-je, il récolte un chien de sa chienne. Voilà. Quand il s'en va, à quoi vaut
avons-nous réagi à ce que vous montrez, à cette standing ovation ridicule, et entre nous, d'une hypocrisie totale, consistant à dire Manuel, tu as été merveilleux, etc. L'Assemblée nationale, c'est pas le lieu du pot de départ interne à En Marche pour saluer M. Valls. Il s'en va. Non pas, il aurait pris sa retraite, bon, je veux dire, je peux comprendre. Là, il va faire de la politique outre-Pyrénées. C'est courageux de changer de vie, d'aller en Espagne et tout, non? Non, mais ça ne veut rien dire. Il n'y a aucun courage. Et puis, pardon, moi, vous savez, j'aime Barcelone. La maire actuelle, Madame Ada Colau, est une femme formidable que je soutiens, qui est une femme qui était investie sur le combat pour le logement, contre les expulsions. Elle travaille beaucoup, c'est une ville très pauvre, et elle fait du bon travail. Lui, il va être le candidat d'une droite, d'un patronat dur et réactionnaire, qui vient affronter Madame Colau, qu'il trouve trop sociale. Pardon, je suis 100% derrière Madame Colau, et je dis à Valls, j'espère que vous allez subir une défaite électorale, je ne l'applaudis pas, et cette espèce d'onction offerte, en plus de la caste qui s'auto-célèbre, oh Manuel, tu as été merveilleux, Édouard Philippe lui disant vraiment, tout ça est absurde. Donc voilà pourquoi, de manière un peu potache, j'en conviens, nous disons face à tout cela, pour un peu profiter de dire, voilà, on rompt cette unanimité ridicule, et nous disons franchement, Monsieur Valls, vous partez. On voit même Jean-Luc Mélenchon, il est content de brandir écoutez, on aime bien rire, un peu d'humour, faut le prendre comme ça. Allez, un autre sujet qui est très intéressant, parce qu'il y a eu polémique, il y a eu débat, j'aimerais avoir votre avis, l'immigration et la France insoumise. On va essayer de clarifier votre ligne, parce que je sais que vous dites que ce sont vos détracteurs qui caricaturent les propos. En même temps, on voit qu'il y a un petit malaise, juste pour résumer pourquoi, parce que on sait bien qu'une partie des ouvriers ont l'impression que les migrants peuvent être effectivement des concurrents en termes de travail, en termes de coût de la main-d'œuvre, et que par exemple, regardez ce manifeste pour l'accueil des migrants qui est publié sur Mediapart, Politis. Est-ce que vous le signeriez? Non, on l'a pas signé. Il y a des gens très bien qui le signent. Pareil, au point de départ, c'est un appel de personnalité, d'artistes, donc nous n'avons pas été sollicités. Pourquoi vous le signez pas? Parce que nous, écoutez, je suis venu avec un document que l'on a fait, c'est un de nos livrets où on développe ce qu'on a déjà dit pendant la campagne présidentielle, notre position sur l'immigration, sur l'émigration, qui sont pas exactement les mêmes sujets. Nous, on est favorable à maintenir évidemment le droit d'asile, plus que jamais. Il est hors de question de remettre en cause actuellement le droit d'asile. Il faut prendre toute notre part évidemment dans ce qui est en train d'avoir lieu. Il est quand même scandaleux des fois que je vois ce gouvernement essayer de se présenter comme humaniste. Il faut accorder l'accès à ces bateaux qui transportent des pauvres bougres de quelques centaines de gens. Il faut évidemment après réfléchir aux raisons pour lesquelles aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, vous avez des millions de gens qui risquent leur vie pour fuir des pays dévastés. Ce que vous dites, comme Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il faudrait quand même réfléchir à pourquoi est-ce qu'ils partent de leur pays. C'est un peu ça. Faire en sorte qu'ils restent dans leur pays. Même si ce qui est écrit dans ces manifestes, pour l'essentiel, ça me va, mais c'est un peu ça qui est une pomme de discorde. Nous disons, il faut aussi, en faisant accueil, en régularisant. Vous dites on peut pas accueillir tout le monde. Non, mais je n'ai dit pas ça comme ça par ailleurs. Mais eux aussi le disent. Caricaturer exprès. Ce que je veux dire, c'est que vous dites, il faut plutôt faire en sorte qu'ils puissent rester dans leur pays. Mais on a toujours réfléchi comme ça. Surtout observant que là, on n'est plus dans les années 70. Il y aura toujours de l'immigration. La France a toujours connu de l'immigration. Ce pays s'est construit avec l'immigration et ce sera encore le cas demain. Donc absurde celui qui croit qu'on va fermer les frontières. Mais il faut aussi se dire qu'en 2018, là, c'est plus une immigration qui vient pour travailler comme dans les années 70 ou même comme elle vient aujourd'hui. Là, c'est des migrants, 258 millions de migrants selon les derniers rapports, de gens qui fuient des régions entières ou en raison des dérèglements climatiques, des guerres, des traités de libre-échange. Il y a plus rien. Je reviens du Mali. Là, j'étais pour une mission parlementaire pour voir notamment les troupes Barkhane. Tout le monde considère que l'État malien est totalement failli. La région nord du pays dans une situation où il n'y a plus rien, il n'y a plus d'État, il y a plus. Et on voit les gens partir par exemple. Exactement. Donc, est-ce que notre devoir internationaliste n'est pas de dire il faut aider à ce que ces États se reconstruisent, à ce que ces économies ne soient pas spoliées, à ce que les dérèglements climatiques ne forcent pas des millions de gens à partir? Tout le monde peut comprendre ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, à la fois, on accueille, mais on s'interroge aussi, si nous dirigeons ce pays, à comment, à l'occasion d'une conférence internationale, on reconstruit tout ça. Mais qu'il n'y ait pas de faux débat. On propose même dans ce livret un statut de réfugié économique. Quelque chose de nouveau, je n'ai pas entendu d'ailleurs. C'est quoi un réfugié économique? Mais ça permettrait de considérer que quand des gens fuient pour des raisons économiques, aussi parce que les économies de certains pays sont dévastées, nous devons d'avoir un devoir d'accueil. Voilà ce que nous disons. C'est un élargissement, si vous voulez, du droit d'asile. C'est pourquoi il n'y a pas de débat, si ce n'est avec certains une volonté polémique. Benoît Hamon, par exemple, quand il dit il faut accueillir tout le monde parce qu'on ne peut pas faire le tri. Alors voilà, typiquement Benoît Hamon. Il y a 4 ans, Benoît Hamon avait soutenu l'expulsion de la jeune Léonarda, quand il était ministre de François Hollande. Une gamine de 14 ans qui se fait arrêter sur temps scolaire. Hamon, à l'époque, trouvait ça bien. Moi, j'avais manifesté contre. Donc, si vous voulez, au bout d'un moment, je peux avoir un peu de sympathie, de respect pour Benoît Hamon, mais qu'ils viennent pas faire la leçon. Je veux dire, il n'est pas crédible. Donc, il polémique. Il invente des sujets dans lesquels il n'est pas crédible pour jouer ce rôle. Lui, il va dire à la France insoumise ce que vous êtes en train de dire. Mais il y a 4 ans, il était favorable à des expulsions de collégiennes sur temps scolaire.
Donc vous voyez tout ça, une controverse à laquelle au bout d'un moment, ne me prenez pas pour un petit prétentieux. Au bout d'un moment, franchement, on les laisse, laissez-les. Ils veulent. La France insoumise a un certain succès à l'heure actuelle, rassemble beaucoup de gens et va continuer à rassembler. Et là, vous avez des gens qui cherchent à nous affaiblir, à lancer des polémiques. C'est pas utile. Mais alors que la cause, par exemple, de la défense des migrants, elle est importante. Mais il y a aussi le dossier des retraites et d'autres sujets. C'est un débat qui fracture comme la gauche. On avait à votre place Philippe Martinez, patron de la CGT, qui nous disait avec la Tribune dans le Monde, il faut régulariser tout le monde parce que c'est en les régularisant qu'on évite justement qu'il y ait du dumping sur les droits. Christophe Jacubizine, nous avons porté, Jean-Luc Mélenchon est le candidat qui a porté à 7 millions de voix, presque 20% pour dire les travailleurs qui sont sur les territoires nationaux en situation irrégulière, il faut les régulariser parce que il faut surtout pas qu'il y ait une concurrence qui existe. Elle existe actuellement cette concurrence. Par exemple, la directive des travailleurs détachés au niveau européen, il faut l'abroger. Il n'est pas tolérable qu'il y ait plus de 500 000 personnes qui sur le territoire national travaillent dans des conditions en n'étant pas rémunérées de la même façon que leurs collègues. Les mêmes cotisations sociales à payer notamment. Voilà, donc vous voyez. Tout alors ça, il y a un discours qui porte, là aussi il est à votre place, c'était Éric Zemmour sur les migrants et les travailleurs, les ouvriers. Ça porte dans une partie des classes ouvrières. On va écouter ce que disait Éric Zemmour à votre place. Il devrait savoir que jadis la CGT défendait les travailleurs français. Mais Martinez, il sait plus ça. Mais il s'étonne pourquoi ses effectifs fondent. Faut pas qu'il s'étonne. C'est un discours simpliste, mais qui peut porter, qui peut parler. Non mais déjà bon, Zemmour il y avait la CGT, la CGTU, c'est pas la même. Mais quand bien même à un moment donné, il y aurait pu avoir dans le mouvement ouvrier, comme on dit, certains qui aient pu considérer qu'il ne fallait pas se battre pour l'égalité entre les travailleurs français et les travailleurs étrangers. Et quand même globalement, si Éric Zemmour connaît son histoire, la longue tradition de ce qu'une fois de plus du mouvement social et de dire qu'il faut l'égalité de rémunération entre les travailleurs français et étrangers. Il ne serait pas tolérable, Christophe Jacubizine, si quelqu'un travaille à vos côtés, que parce qu'il est d'une nationalité étrangère, il ne paye pas, il ne soit pas payé de la même façon que vous. Je suis pour le mot d'ordre à travail égal, salaire égal, que ce soit entre les hommes et les femmes, que ce soit même selon quand vous n'avez pas la même nationalité. Ça permet de rassembler les gens. Lui, Éric Zemmour, je vais vous dire, ce qui est terrible, c'est que c'est un homme intelligent qui met à profit son intelligence aujourd'hui pour fracturer le pays, pour lancer des thèmes de guerre civile. C'est insupportable. Voilà. Moi, je suis pour rassembler le peuple, le fédérer, autour de thèmes y compris sociaux, de justice, d'égalité. Pas sur ça. Bon, il fait son boulot. C'est l'intellectuel organique de l'extrême droite. Je pense qu'il y a mieux à faire. Alors justement, vous parliez de rassemblement. Il y a une nouvelle manifestation nationale et interprofessionnelle à l'appel de plusieurs syndicats le 9 octobre. J'y serai. Vous y serez. C'était la question que je voulais vous poser. Est-ce que c'est la bonne cette fois-ci? Est-ce que sur les retraites, par exemple, vous pensez que vous allez réussir à faire obstacle à la politique de réforme d'Emmanuel Macron? Moi, je le souhaite. Voilà, je veux dire, au bout d'un moment, j'ai trop d'expérience et vous aussi pour dire est-ce que c'est pas la bonne ou cette fois-ci que c'est. Mais il faut exprimer. Il faut surtout à travers ce genre de manifestation, puis mon travail aussi comme député, comme militant, expliquer les enjeux de ce qui est en train d'avoir lieu. La réforme des retraites est une mauvaise réforme. Pourquoi? Par exemple, les retraites. Parce qu'aujourd'hui, on a un système par répartition. Ils veulent aller vers un système en fait de capitalisation, de par point, par euro, ils disent. Par euro, et le problème du point, c'est que la valeur du point pourra évoluer à l'avenir. Et donc, un gouvernement pourra faire baisser la valeur du point et baisser les retraites. À tel point que François Fillon, vous avez peut-être montré cette vidéo, avait un peu vendu la mèche à l'occasion de l'élection présidentielle devant un parterre de patrons. Il avait dit ce qu'il y a de bien avec la retraite par point, c'est qu'on peut baisser après la valeur du point et donc baisser le montant des pensions des retraites. Moi, je ne suis pas d'accord. Et l'idée qui est quand même, ça vous avez raison sur la valeur du point. En revanche, l'idée qui est les mêmes droits pour tout le monde, quel que soit l'endroit où on travaille, quel que soit le statut, que ce soit une retraite universelle, ça vous plaît ou pas? Mais pas de régimes spéciaux. Mais qu'est-ce qu'on entend par régimes spéciaux? Vous, les journalistes, vous avez des régimes spéciaux, non, par exemple? C'est le régime général des retraites. Vous avez des avantages fiscaux, des choses comme ça. Non, mais je vous en fais pas reproche. Mais arrêtons quand on lance des sujets de quoi on parle. Moi, je suis pour, de toute manière, s'il y a du nivellement vers le haut. Le problème, souvent, c'est que les mêmes qui viennent avec des larmes de crocodile disent il y a des injustices, ne nous entraînent généralement que vers des régressions sociales. Donc, faut voir, vous savez, des fois, souvent, des régimes spéciaux, ce que vous appelez régimes spéciaux, sont totalement justifiés parce que c'est des boulots particuliers qui usent particulièrement, notamment, je pense aux cheminots à l'époque. Bon, donc, moi, à l'époque, aujourd'hui aussi? Mais encore aujourd'hui, bien sûr, quand vous faites du travail de nuit, que vous savez, conduire un TGV qui roule très vite, ça mène à des situations de stress et de choc sur l'organisme assez éprouvants. Un mot sur la Ve République? Juste un mot sur aussi, c'est un peu de la tambouille politicienne, mais l'Union des gauches. Il y a la semaine prochaine aussi une discussion au Parti socialiste sur l'Europe, la politique européenne. Il y a une partie du PS, Emmanuel Morel et Marie-Noëlle Lienemann, qui disent que si leur motion n'est pas acceptée
ils vont aller chez vous, ou ils vont créer un parti pour s'associer à vous, ils sont les bienvenus? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Non, moi je veux dire, ce que j'apprécie chez Emmanuel Morel, Marie-Noëlle Lienemann, c'est qu'on a pu avoir des désaccords, mais toujours c'est des gens qui, sur le fond, sont restés quand même fidèles à un certain combat social, de justice, républicain, etc. S'ils viennent, et je le souhaite... Le PS va exploser la semaine prochaine? On va les laisser, oui, déjà pas dans un état terrible, mais s'ils viennent, c'est sur le fond, c'est qu'il y a un accord sur le fond avec ce que nous sommes en train de faire, ils le feront à leur manière. Vous voyez, on agrège, on est en train de rassembler des forces, des forces sociales. Moi, j'aimerais beaucoup. Après, je crois que les difficultés du Parti socialiste, c'est pas seulement l'existence de la France insoumise, mais je termine sur une chose qui est simple. Moi, je me lâche pas le fait que l'histoire la gauche, etc. J'essaie d'avoir un discours plus large. Il y a dans ce pays beaucoup d'abstentionnistes, de gens qui ne se positionnent plus droite-gauche, auxquels j'ai envie de parler, en leur disant il faut partager les richesses, pour l'écologie, il faut une 6e République, et j'aimerais qu'ils m'entendent. Et d'ailleurs, je crois. Donc, vous voyez, c'est pas seulement en additionnant des petites boutiques qu'on va y arriver. Alors justement, aujourd'hui, on célèbre le 60e anniversaire de la 5e République. Emmanuel Macron sera à Colombey-les-Deux-Églises tout à l'heure. C'est quand même un régime qui a permis la stabilité des gouvernements, non? On est en train de voir que c'est pas si net que ça. Non, c'est un régime qui naît dans un coup de force en 1958 par une menace de coup d'État militaire, alors que le pays est en crise, avec notamment la guerre d'Algérie. C'est un régime qui concentre les pouvoirs sur le président de la République. Il y a eu 24 évolutions de la 5e République qui durcit encore plus le caractère présidentiel. Et on prépare la 25e. C'est une monarchie présidentielle, franchement. Le parlementaire que je suis est un parlementaire qui n'a quasiment aucun pouvoir. Et encore, moi, je suis dans l'opposition pour comprendre que c'est logique. Mais même, honnêtement, beaucoup de députés En Marche sont en réalité des députés godillots, courroie de transmission uniquement du bon pouvoir présidentiel. Il faut aller vers une 6e République et surtout, ce que nous proposons, Assemblée constituante. Il faut rediscuter dans ce pays de pourquoi on a envie de vivre ensemble, qu'il y ait un débat constituant pour voir à partir de quoi on reforge des institutions qui nous rassemblent. Moi, je crois qu'il faudrait surtout donner des droits nouveaux aux citoyens, le droit de contrôle des élus, c'est notre idée de révocation. De révoquer, c'est ça, c'est l'idée. Vous voyez, c'est une idée révolutionnaire. Allez voir, je termine là-dessus, le film de Pierre Schoeller, Un peuple et son roi, film magnifique sur la Révolution française. Vous verrez que ces questions-là de démocratie et la question sociale, c'est un vieux débat français. Actuellement sur vos écrans, vous pouvez y aller ce week-end. Merci beaucoup, Alexis Corbière.